Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Rien ne signe une époque comme un prénom. Les Jacqueline ont passé 80 ans, les Roger sont quasiment tous morts, les Gérard sont en retraite. Quand sonne l'appel à la maternelle, les petites Tom répondent présent. Il y a aussi Emma, Jade et Louise, prénoms hier pour romans du 19e siècle, qui sentent la crinoline, respirent la naphtaline et retrouvent une nouvelle jeunesse. Prénom court, Léo, Théo ou Lou. Prénom en A, Léa, Mia, Andrea. Prénom religieux, Mohamed ou Aaron. Voici la tendance du moment et nous en parlerons peut-être dans quelques instants avec Gérard et Gérard. Ah oui, hein, j'ai dit. Bon, mais c'est vrai de que... la retraite, pas la retraite. Non, mais c'est vrai que les Gérard ont passé 60 ans. Il n'y a plus de Gérard de 10 ans. C'est la grosse cote aujourd'hui, mais alors, c'est un très beau prénom. Mais je suis parfaitement d'accord. Il y a très peu de prénoms qui traversent toutes les époques. Il y a Pierre, il y a François, il y a Marie, mais c'est assez rare. Il y a Marine, et évidemment, qui traverse également les époques. Bonjour à Céline Pic, porte-parole aux féminismes, et évidemment, on va parler des violences conjugales. Bonjour à Loïc Signor, et on parlera du documentaire sur Emmanuel Macron que vous présentez ce soir sur CNews. Inside Macron, au-delà du G7, ce qui est intéressant, c'est Emmanuel Macron, le roi du monde, ou en tout cas qui se vit comme cela, dans un monde où Trump, Salvini, Boris Johnson sont des populistes, et vous avez quelqu'un, et Angela Merkel c'est pas lui faire injure de dire qu'elle est quand même plutôt vers la fin, et politiquement. Donc c'est un homme qui peut prendre un espace, c'est en tout cas comme cela qu'il se vit. Oui, c'est en tout cas ce qu'il a fait lors de ce G7 en invitant le chef de la diplomatie iranienne, en tentant de renouer le dialogue entre les États-Unis et l'Iran en marge du G7, en espérant qu'il y ait cette rencontre un jour entre Trump et Rouhani. Il se vit effectivement en médiateur des grands de ce monde, parfois populistes, comme vous l'avez dit. Gérard Carrero, que je salue. Jean-Louis Burga, merci d'être toujours avec nous, cher Jean-Louis, journaliste. Philippe Bilger, Philippe, c'est un prénom qui traverse également toutes les époques. Oui, vous l'aviez oublié. C'est vrai, Philippe, mais il y en a moins maintenant, quand même. Il y a moins de Philippe qu'on 10 ans. Moins. Mais alors, jusqu'à... Que pendant la guerre, surtout. Oui, pour ceux qui adorent être minoritaires. De Gaulle et Pétain, quand même. Oui. Oui. Bon. Et puis, nous recevons Hélène de Poncet. Merci d'être avec nous parce que votre témoignage est particulièrement douloureux. Vous êtes sœur d'une victime de violences conjugales et vous étiez présente hier dans cette journée particulière auprès du Premier ministre. Bonjour. Votre sœur s'appelle Marie-Alice Dibon. Elle est tuée par son ex-conjoint. C'était au mois d'avril dernier. Elle avait 53 ans. Et son corps a été retrouvé recroquevillé dans une valise flottant dans l'Oise le 22 avril dernier. Depuis, évidemment, vous êtes engagé pour lutter contre les violences conjugales. Et depuis hier, on a beaucoup de témoignages de femmes qui ont été violentées. Mais c'est aussi intéressant d'entendre le témoignage d'une sœur, d'un père ou d'un frère qui tente sans doute d'intervenir, qui voit la situation. Depuis tant d'années, votre sœur est restée combien de temps avec cet homme ? Ma sœur Marie-Alice est restée pendant une quinzaine d'années avec cette personne. Et notre cas est un tout petit peu décalé par rapport au sujet des violences conjugales, telles qu'on les entend, parce que nous n'avons pas vu la violence. C'était plutôt ce qu'on appelle un cas d'emprise psychologique. Et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux absolument éveiller les consciences sur les violences conjugales en général, mais en particulier sur les violences psychologiques, qui sont celles qui ne se voient pas, qui sont assez difficiles à détecter et qui néanmoins conduisent parfois, et même beaucoup trop souvent, directement à la mort. Mais vous n'avez eu aucun doute en 15 ans ? Moi, j'ai eu des gros doutes sur la personne en question, qui avait des attitudes extrêmement machistes et qui, pour moi, était en décalage total avec ma sœur et n'avait pas sa place à ses côtés. Mais ça, c'est un avis de sœur. C'est assez personnel, finalement. Votre sœur est brillante. Ma sœur est brillante. Elle habite les États-Unis. Elle a un travail très, très, très en vogue. Elle n'a pas de soucis dans sa réussite professionnelle. Et elle tombe amoureuse d'un homme qui s'appelle Luciano, qui s'est sans doute suicidé depuis. La police française m'a dit qu'il s'était suicidé. Je pense qu'une enquête est en cours pour savoir exactement ce qui s'est passé.
effectivement, ma sœur était en pleine ascension dans sa carrière, elle était en pleine réussite professionnelle. C'est une personne qui s'est beaucoup battue depuis 10 ans pour qu'on parle du microbiome cutané. On parle beaucoup du microbiome intestinal comme un bienfait de santé. Le microbiome cutané est aussi révolutionnaire pour un bon traitement de sa peau. Et elle a mis 10 ans à faire émerger ce concept chez les grands industriels. Elle était en pleine réussite et elle a été fauchée. Et un homme a décidé d'arrêter sa vie parce qu'elle avait décidé de le quitter. Elle avait annoncé sa rupture. Elle avait annoncé sa rupture. Il avait 13 ans de plus qu'elle. Oui. Il l'avait rencontré, il est chauffeur de taxi. Oui, mais je pense qu'au moment où il l'a rencontrée, Marie-Alice était moins en réussite professionnellement. En tout cas, elle était elle traversait une période beaucoup plus difficile et une période de solitude. Je pense que les pervers manipulateurs sont extrêmement forts pour repérer des proies et détecter leurs failles, leur fragilité affective. Et je pense que cet homme-là a su faire ça. Et quelle fragilité, par exemple, affective vous aviez vue chez votre sœur depuis toujours, qui faisait qu'elle était susceptible de tomber sous l'emprise d'un homme ? Alors, on peut appeler ça fragilité affective. On peut aussi dire qu'elle était une femme d'une immense empathie, tout simplement, d'une très grande générosité, avec beaucoup de compassion. Et je trouve que son intelligence un peu supérieure crée des petites fragilités affectives. C'est un profil qu'on retrouve assez On retrouve facilement. cela. Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages depuis hier de femmes qui veulent sauver le monde et parfois sauver le compagnon avec qui elles sont. Vous avez parlé d'empathie. Exactement. Et qui effectivement n'entendent pas ce que l'entourage peut dire et disent non, il n'est pas comme ça et j'ai envie de le sauver. Absolument. Et ce que j'ai appris et découvert malheureusement trop tard, c'est que c'est un schéma finalement assez classique d'une femme douée d'intelligence qui rationalise beaucoup, va trouver des excuses à l'homme pour ce qu'il fait. Donc lorsqu'il était méchant avec elle et que moi je lui en faisais la remarque, et que je lui disais mais tu peux pas rester avec un homme comme ça, il te fait du mal. Donc vous aviez vu quand même les choses. Oui, il y avait des choses qui me déplaisaient. Avoir sa sœur au téléphone en larmes parce qu'elle habitait aux États-Unis, en larmes parce qu'elle n'était pas heureuse dans son couple, ça me déplaisait. Et elle rationalisait et elle me disait, et je suis sûre que beaucoup de personnes vont reconnaître ça, elle me disait non mais tu comprends, il est pas méchant, il a souffert quand il était enfant, il a eu une enfance difficile. Il n'a pas eu la chance qu'on a eue de pouvoir faire des études. Il n'a pas eu des parents qui l'ont aimé comme les nôtres nous ont aimés. Voilà, les personnes qui rationalisent sont dans l'empathie et cherchent des explications, vont trouver des excuses qui leur permettent de rester avec cet homme. Et je pense que c'est terriblement vrai dans le cas des violences psychologiques, mais c'est également le cas dans le domaine des violences physiques. On va voir une image, et c'est sans doute douloureux pour vous de voir votre sœur aussi belle, et on la voit à l'instant à l'antenne. Elle a 53 ans. C'est arrivé le 19 avril 2019. Son corps a été retrouvé le 22 avril. Il y a eu une autopsie le 24 avril qui a relevé les coups et qui a confirmé qu'il s'agissait donc d'un meurtre. Et le 8 mai, en fuite, depuis la disparition de Marie-Alice, Luciano Merida, qui avait 66 ans, l'homme qu'elle venait de quitter, meurt écrasé par un camion en Italie, et un suicide selon les enquêteurs. Et le fils de Luciano Merida a été placé en garde à vue puis mis en examen pour recel de cadavre. Il reconnaît avoir aidé son père à se débarrasser du corps. Là, vous faites référence à l'article du Parisien. Oui. Je tiens à préciser que c'est la presse qui a donné tous ces éléments, puisque l'instruction est encore en cours. Alors, il y a une dernière chose, et là aussi, où il faut parfois être vigilant. Vous célébrez un anniversaire en famille il y a quelques mois. Oui. Et votre sœur doit rester sur place dormir. Absolument. Et son compagnon n'est pas invité. Et il vient quand même à ce... Tout à fait vrai. En fait, j'avais invité ma sœur à venir célébrer mes 50 ans. Et
Et elle est venue, on a passé une très belle après-midi parce qu'elle était là, présente pendant les préparatifs. Elle a fait un reportage photo incroyable, donc j'ai aucune photo d'elle. Elle a passé la soirée avec nous, elle était belle, elle était rayonnante, elle était pétillante. Et dans le milieu de la soirée, tout d'un coup, elle me dit « mais il veut venir me chercher », alors qu'il était prévu qu'elle dorme à la maison. Et moi, je suis au milieu de ma fête et je lui dis « écoute, pourquoi pas, voilà ». Et il vient, et à partir du moment où il vient, elle s'éteint, elle se met dans un coin et ils repartent ensemble. Donc ça, c'est quelque chose dont je veux parler. C'est personnel, mais je veux en parler parce que c'est une attitude de contrôle. Et le contrôle, c'est la première étape d'une relation délétère et qui est relevée comme étant la première étape dans beaucoup de schémas de féminicide. C'est-à-dire que le contrôle, ce que vous appelez le contrôle, c'est le contrôle de l'homme sur la femme qui décide de venir, évidemment, alors qu'il n'est pas invité. Il veut être là, il veut savoir où elle est, il veut vérifier avec qui elle est, il veut venir la chercher, il veut la ramener. Et comme il avait... Son métier, c'était taxi. En l'occurrence, ça pouvait presque passer. Sauf que quand on voit ça de l'extérieur, c'est un signal d'alerte. Une femme peut sortir, voir ses amis, voir qui elle veut, rentrer à l'heure qu'elle souhaite. Mais c'est difficile pour l'entourage d'intervenir parce qu'elle a 53 ans. C'est difficile. C'est pour ça que votre témoignage est aussi intéressant, parce que l'entourage, on voit bien, c'est extrêmement complexe. Lorsque vous êtes un père avec votre fille, que vous le voyez qu'elle peut être sous l'emprise de quelqu'un, lorsque vous êtes un frère, lorsque vous êtes un ami, c'est très difficile. En plus, parce que les gens n'écoutent pas, manifestement. C'est ça aussi que je retiens. C'est celui à qui on dit « tu es sous emprise psychologique », il est toujours dans la négation de cela. C'est le déni. Oui. Alors, c'est la deuxième chose sur laquelle il faut être attentif. La première chose, c'est les attitudes de contrôle. Ça, c'est un point d'alerte. La deuxième chose, c'est j'ai perdu le fil. L'isolement. Oui. Le fait que la personne essaie de vous couper de votre entourage, de façon à ce que les garde-fous tombent. Ouais. Voilà, les uns après les autres. Et dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a isolé, notamment de notre mère. Donc, soyez vigilants. J'ai envie de dire aux familles, si vous vivez de telles situations, soyez vigilants. S'il y a à la fois le contrôle et à la fois l'isolement, c'est déjà un extrêmement mauvais signe. Vous étiez présente hier, vous nous direz comment vous avez vécu cette journée et si les mesures sont à la hauteur de ce qui se passe. Il y a une prise de conscience, je l'ai dit hier, le groupe Canal+ est extrêmement engagé dans ce combat. Et c'est vrai qu'on découvre des témoignages depuis quelques jours qui sont absolument fascinants. Jean-Louis Burgat. Non, juste un détail, mais là, effectivement, on touche le problème central de cette réflexion sur la protection des femmes, c'est le système d'alerte. Le système d'alerte, il est très compliqué dans l'entourage, il est très compliqué dans la famille, et il est très compliqué aussi dans une situation qu'on voit arriver de plus en plus dans l'évolution, grâce à l'évolution de notre société rapide, et c'est tant mieux, mais c'est l'arrivée de ces couples qui viennent de cultures et de milieux très différents. Et là, on assiste souvent à des moments qui sont compliqués, mais tant mieux si on arrive à les résoudre, parce que c'est tout de même l'avenir d'arriver à vivre ensemble en venant d'endroits extrêmement différents. Mais il faut le souligner, ça existe de plus en plus. Je vous propose de voir et de faire le point sur cette affaire de Cagnes-sur-Mer qui, d'une manière... coïncidence est arrivé au moment où il y avait ce Grenelle sur les violences conjugales. Le principal suspect a été incarcéré cette nuit. Vous voyez le sujet de Régine Delfour. Au fond de cette impasse de Cagnes-sur-Mer, des fleurs, à l'endroit où le corps de Salomé a été retrouvé samedi midi, enroulé dans un tapis et dissimulé sous des détritus. Et pourtant, dès 2h du matin, des riverains alertent la police. Une fois sur place, la patrouille ne trouve ni agresseur ni victime. Ce témoin affirme avoir eu la police en ligne pour les guider, mais selon lui, l'intervention aurait dû se passer autrement. La police, on leur a bien dit qu'elle est là-bas. Il a traîné le corps, le cadavre, il l'a traîné vers là-bas. On ne savait pas si c'était mort ou pas à l'époque. La police, ils sont partis. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Il n'y a aucun petit policier
qu'il y avait une lampe torche pour vérifier vraiment si le corps était là ou pas. Des accusations réfutées par ce représentant d'un syndicat de police. Nos collègues n'ont pas eu suffisamment d'informations, là encore une seconde fois, pour pouvoir les exploiter. Ils sont restés sur le secteur, ils ont fait, comme on dit, une visu, ne voyant ni protagoniste, ni suspect, ni victime, ni, je dirais, aucun détail descriptif, pas de direction de fuite. Eh bien, nos collègues sont rentrés au commissariat de Cagnes-sur-Mer, ont établi une main courante. 2 enquêtes administratives et judiciaires ont été confiées à l'IGPN, la police des polices, pour faire la lumière sur les circonstances de l'intervention des forces de l'ordre. Céline Pic, je rappelle que vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. C'est une affaire exemplaire parce que les policiers sont mis en cause et il y a une enquête de l'IGPN. Il y a des témoins, il y a 4-5 personnes, personne n'intervient. C'est une affaire absolument dramatique, ça se passe sous... Voilà, personne n'intervient. Ce sont des choses qui se passent tous les jours. Aujourd'hui en France, on a 225 000 femmes qui sont victimes de violences. Ces défaillances du système policier sont quotidiennes et on sait pourquoi elles le sont. Vous dites défaillance, il faut être prudent, forcément, il y a une enquête. Il y a une enquête, etc. Mais on a beaucoup, même les de témoins. Oui. Là, il y a 4-5 personnes qui regardent, qui n'interviennent pas. Il y a encore quelque chose qui est profondément inscrit dans notre société sexiste, qui est de dire que ce sont des disputes d'ordre privé, etc. Et on a du mal à évaluer la dangerosité des situations, la dangerosité dans laquelle là, c'était violent. Ça se voyait, c'était violent puisqu'ils appellent les policiers. Là, il n'y avait pas de... Comment dire... il était clair qu'il était en train vraiment de frapper une femme de manière extrêmement violente. Et les personnes n'interviennent pas. Et là, on en est vraiment... Il y a une telle impatience de ces femmes devant souvent l'inaction et le refus d'intervention des forces de police, qu'on a aujourd'hui beaucoup de femmes qui témoignent, même sur les réseaux sociaux, de femmes qui appellent la police ne se déplace pas, de femmes qui veulent porter plainte au commissariat, sur lequel il y a des refus de plainte encore aujourd'hui, où on les oriente vers des mains courantes, et tout ceci donne... Non seulement c'est grave parce qu'on ne protège pas ces femmes, mais on donne un très très mauvais signal aux agresseurs et aux conjoints violents. C'est un sentiment d'impunité qui est renforcé parce que de toute façon, même si on appelle la police, même si on se déplace pour aller porter plainte, il ne se passe rien de concret et de rapide aujourd'hui dans beaucoup de cas. Et là, on a vraiment aussi un problème de différence en fonction des territoires. On voit bien qu'il y a des commissariats sur lesquels il y a des référents sur ces questions de violence intrafamiliale. Il y a des choses qui sont mises en place et il y a des bons accueils dans les commissariats. Et dans d'autres, ça se passe très mal. Philippe Bilger, la société quand même a évolué, et notamment la société judiciaire. Il fut un temps où on parlait, je le dis chaque matin désormais, de crimes passionnels. Peut-être vous-même avez-vous requis contre un homme qui avait tué sa compagne. Aujourd'hui, le crime passionnel, il n'est plus audible, parce que c'est une manière d'excuser, en tout cas d'amoindrir le crime ou le meurtre. D'autant plus qu'on a abusé du terme crime passionnel durant les 20 ans... ou plus de 20 ans où j'ai été avocat général aux assises, je ne crois pas avoir rencontré un crime passionnel spécifique qui soit détachable de l'amour de soi, du narcissisme absolu. Je n'ai jamais, je crois, rencontré un crime, si j'ose l'expression, qui a été inspiré précisément par une passion, j'allais dire, même délétère. Non, il y a de l'amour de soi, c'est de l'égoïsme, et donc le crime passionnel pur tel que celui que vous évoquez, à mon sens, n'existe pas, ou alors il faut considérer que tout crime, d'une certaine manière, est passionnel. Bon, 39-19 hier, Emmanuel Macron est allé à l'écoute, mais de manière incognito. Il est allé écouter des jeunes femmes qui témoignaient. Je vous invite à lire Libération aujourd'hui, c'est un reportage absolument formidable. Et ce qui s'est passé qui en dit long, là aussi. Vous avez donc l'écoutante donc, est en train d'entendre une femme qui est en très grande difficulté, qui est à la gendarmerie, au moment où elle appelle le 39-19, et elle veut simplement qu'un policier l'accompagne pour récupérer ses affaires. Bon, et le policier ne veut pas. Et il se trouve qu'Emmanuel Macron est là. Mais il est incognito, donc il ne va pas intervenir. Et Marlène Schiappa est là également. Et je lis le formidable enquête dans Libération. « Passez-moi le gendarme », demande l'écoutante. Avec une douceur bien ferme, elle énonce. « Écoutez, monsieur, normalement, nous n'avons pas ce genre de refus. Avez-vous un problème d'effectif ? Quel article de loi vous empêche de l'accompagner ? Votre rôle est de protéger les citoyens. » C'est ce que dit l'écoutante. Madame est en danger. Le gendarme désespère Emmanuel Macron.
est-il écrit. Il exaspère la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa, qui est aussi du déplacement. Mais la règle du jeu a été fixée. Emmanuel Macron est là incognito. Impossible de passer une avoinée aux représentants butés des forces de l'ordre. Ça s'est passé hier en France. Et l'argument avancé, c'était il faut un constat, il faut une décision, il faut un huissier de justice, ce qui est faux légalement. Donc on a aujourd'hui des commissariats qui ne font pas de la violence contre les femmes leur priorité, tout simplement. Et quand on demande par exemple une formation systématique des forces de police, c'est exactement pour éviter ce genre de choses et de se dire on n'en peut plus de cet accueil dans les commissariats qui est défaillant. Et les refus de plainte, c'est la même chose. Souvent on demande par exemple une ITT, c'est-à-dire une interruption de travail suite à des violences. C'est faux. Il faut le répéter et le répéter. On n'a pas le droit de faire un refus de plainte et on n'a pas besoin d'une ITT pour pouvoir porter plainte contre son conjoint. Loïc Signor, est-ce que vous avez des infos particulières sur cette visite d'Emmanuel Macron? Je le répète, incognito, il vous laisse se rendre compte de la situation. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Oui, il y avait très peu de journalistes. Il y avait cette journaliste de Libération et ma consoeur de l'AFP accréditée à l'Élysée, Laurence Benamou, qui fait aussi un récit dans une dépêche assez glaçante de ce que vous avez évoqué, avec un président qui aimerait intervenir, qui écrit sur une feuille à la personne qui s'occupe de ce centre d'appel ce qu'il faut dire. Il contredit le gendarme, mais sans prendre la parole. Il écrit. C'est faux ce que le gendarme raconte, notamment ce passage sur l'huissier, il lui écrit. Et en fait, on se rend compte, et le président sans doute aussi se rend compte du chemin qui reste à parcourir et de l'inefficacité, de l'impuissance à ce jour du politique sur ce genre d'affaires, puisqu'il y a encore des gendarmes qui doivent normalement protéger ces femmes qui appellent, qui refusent de le faire. Et je pense qu'Emmanuel Macron a été particulièrement frappé. En tout cas, c'est comme cela que me l'a décrit Laurence Benamou, notre consoeur de l'AFP, qui a vu le chef de l'État comme elle ne l'avait sans doute jamais vu auparavant. On va marquer une pause et on va continuer évidemment ce débat. Je le rappelle, le groupe Canal+ est extrêmement engagé dans ce combat. Si, modestement, nos émissions peuvent servir à une prise de conscience générale, nous aurons eu une mission positive. À tout de suite. Nous revenons évidemment ce matin sur les violences conjugales avec le Grenelle qui a été décrété hier. Et nous sommes avec Hélène de Poncet, qui est la sœur d'une victime. Et toute votre famille, évidemment, aujourd'hui est plongée dans ce drame. Votre maman qui était professeure d'allemand, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et qui elle-même, dans son témoignage, n'avait pas pris conscience de la gravité de cette emprise psychologique. Absolument, oui. Mes parents avaient été très accueillants pour cet homme. Céline Pic, vous êtes également présente avec nous, vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. On va parler dans une seconde des mesures d'urgence du gouvernement. Gérard Carrérou, c'est un sujet qui vous touche personnellement. Oui, je dois dire, j'hésitais à parler, mais le témoignage de madame m'a rappelé tellement ce qui est arrivé à ma sœur. Ma sœur était également une jeune femme brillante, professeure d'anglais. Elle s'est mariée, elle a divorcé au bout de quelques années, elle a eu une fille. Et elle est tombée un jour, effectivement, amoureuse d'un homme. J'ai eu, moi et mes parents à l'époque, un peu de surprise de voir, mais bon, c'est la vie des gens, chacun mène sa vie. Et puis peu à peu, j'ai constaté qu'elle était devenue totalement, elle était passée sous l'emprise absolue de cet homme qui avait un passé assez ténébreux lui-même. Il avait même fait quelques années de prison. Chaque fois, j'ai essayé de lui expliquer quand même comment une fille comme toi, je n'ai jamais été entendue. Et puis j'ai commencé à constater, j'ai vu qu'elle cherchait à s'isoler un peu de sa famille, de ses parents et de moi, puisque j'étais son unique frère. Et puis j'ai vu l'isolement peu à peu, elle nous voyait moins et j'ai senti que il l'avait effectivement isolée, il l'avait mise dans une cage quelque part. Et puis j'ai vu, quand même, les rares fois où je l'ai vue dans cette période, elle avait des bleus. J'ai constaté des sévices physiques. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu portes plainte? Est-ce que tu vas porter plainte? Plusieurs fois, la police est venue, les voisins entendant des bruits dans l'escalier, etc., ont appelé la police est venue. À chaque fois, elle était dans le déni. Ma sœur disait aux policiers, non, on avait un peu bu, on s'était disputé, etc. Non, rien.
Du coup, les gendarmes repartaient. Et ça a duré pendant un certain nombre d'années, jusqu'au point où, effectivement, les sévices devenaient de plus en plus forts. Et je lui ai dit, tu as déposé... Elle allait au commissariat, elle n'a pas pu porter plainte à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années. Elle a déposé des mains courantes qui n'ont eu aucun résultat. J'ai même moi-même appelé un commandant de police à l'époque dans son arrondissement, qui était le 20e, pour essayer de dire, mais est-ce que vous ne pourriez pas... Cet homme, apparemment... Bon, aucun résultat. Mais le seul résultat, c'est que ma sœur, à un moment donné, s'est isolée de cet homme. Mais à partir du moment où il s'est isolé de lui, il n'a cessé de revenir, de la harceler, de venir dans l'escalier, de se coucher devant sa porte. Et elle rentrait le soir. Et ma sœur était, comme cette femme dont vous avez parlé, quelqu'un qui était, pour moi, elle avait une sorte de cœur énorme pour ce que j'appellerais les chiens perdus sans collier de la société. Elle de temps en temps, ne pouvait pas voir un clochard sans lui dire « venez, je vous achète un... » Une générosité extraordinaire, mais qui l'a perdue. Et au bout d'un certain nombre d'années, ma sœur s'est suicidée. J'étais aux États-Unis et j'ai appris on m'a téléphoné au milieu de la nuit, on m'a dit « votre sœur s'est pendue ». Et je pense qu'effectivement, l'emprise de cet homme est absolument avec certitude à l'origine de la mort. Donc je pense à ces femmes. Il y a toutes ces femmes dont on parle depuis quelques jours, et c'est bien qu'on en parle, qui sont effectivement assassinées, martyrisées. Mais il y a ces femmes qui ne voient pas d'autre sortie à un moment donné que se supprimer elles-mêmes parce qu'elles n'en peuvent plus. Absolument. Et elle était avec son compagnon lorsqu'elle s'est suicidée? Non, elle ne vivait plus avec lui, mais il continuait à venir, etc. Je lui avais dit surtout, elle a changé maintes fois ses serrures, etc. Parce qu'au départ, il avait eu une clé. Enfin, elle a tout fait jusqu'au jour où je crois qu'elle n'a plus trouvé d'échappatoire autre que celui de la mort. Et ces femmes-là ne sont pas prises en compte dans le décompte qui est tenu par la page qui, moi, m'a beaucoup aidée, la page et qui, je pense, nous aide tous à prendre conscience de l'ampleur du phénomène. La page Facebook qui s'appelle Féminicide par compagnon et ex-compagnon ne prend pas en compte les suicides forcés, mais le suicide forcé ou le suicide influencé est un sujet de violence psychologique et qui sera d'ailleurs traité dans un groupe de travail. Alors, les mesures, précisément, on les voit. Est-ce que ce sont des mesures qui sont adaptées? Là, je posais la question à Philippe Bilger. Est-ce que la réponse judiciaire, sociétale, 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence, une caution locative gratuite pour les femmes victimes, une plateforme de géolocalisation pour identifier les places d'hébergement les plus proches, l'autorité parentale suspendue pour le conjoint violent, elle pourrait être retirée d'ailleurs, pour tout dire, des procureurs référents spécialisés, le bracelet électronique d'éloignement mis en place dans les 48 heures, ça, c'est possible, le bracelet électronique? Mais je suppose, Pascal, on peut le décider. Il est évident qu'aucune de ces mesures, je n'ai pas suivi en détail, j'en parlais tout à l'heure, les recommandations de ce Grenelle, mais tout ça ne peut qu'être approuvé si par ailleurs il y a une efficacité policière et gendarmesque et une efficacité judiciaire, c'est très clair. On avait tout avant le Grenelle pour considérer que ces délits ou ces crimes devaient être sanctionnés. Et précisément ce qui m'inquiète un petit peu, mais j'espère ne pas être à contre-courant, à force de qualifier beaucoup de causes de prioritaires, on est en train de faire perdre l'efficacité de la machine judiciaire. Enfin, ça, c'est un autre problème. Oui, moi je suis un peu sur le même registre que Philippe, mon voisin. D'abord, c'est un Grenelle, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas pourquoi on met Grenelle, c'est un mot qui remonte à 1968. Si on veut déjà expliquer les choses, il faut donner un nom précis, je ne sais pas, c'est un débat, c'est un travail sur des propositions de loi, etc. Il faut expliquer un peu mieux. Mais une fois de plus, j'ai l'impression avec Grenelle, tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est une manière de trouver la solution. Oui, enfin, et les accords de Grenelle, les accords de Grenelle 1936. Enfin, ça me paraît pas le plus... Mais bon, enfin bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'une fois de plus, j'ai l'impression qu'on est parti dans ce pays, dans cette maladie qui est de faire des règlements, des lois, des choses comme ça, alors que la solution, elle est extrêmement simple. Ah bon? Bien, je sais pas, mais prenons par exemple des choses dont on reparle maintenant. Le bracelet anti-rapprochement, il est disponible depuis 2 ans. Personne ne l'utilise. Bon, et on découvre à nouveau qu'il faut le mettre en avant, il faut, etc. Bon, on va essayer de faire peut-être une loi, on va essayer de faire d'autres... La base de l'histoire... Pardonnez-moi, mais l'autorité parentale suspendue, c'est très important.
D'abord, mais c'est essentiel, parce que vous retirez ces hommes-là, ils continuent l'ingérence dans le couple parce qu'ils ont les enfants qu'ils utilisent comme un chantage. C'est décisif. D'ailleurs, il ne faut pas qu'elle soit suspendue, il faut qu'elle soit retirée. Un homme qui tape une femme n'a pas le droit de voir ses enfants. C'est ça. Non mais Jean-Louis, vous entendez ce que je vous dis? Je voulais aussi terminer. Oui, mais vous dites que ça sert à rien. La première mesure indispensable, elle est d'abord que la police ait les moyens de faire son travail et la volonté de le faire, et deux, que la justice applique les lois et les fasse respecter. Une fois que ces choses seront bien comprises, on ne rediscutera pas. Gérard Leclerc. Dans les deux exemples qu'on a cités, qui viennent de se passer ces quelques derniers jours, enfin, vous apercevez qu'en pleine nuit, des voisins appellent la police pour dire on voit une femme qui est en train de se faire assassiner et il ne se passe rien. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez qu'il faut faire une loi pour corriger ça? C'est justement pour ça que le Grenelle est utile. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va déboucher. Peut-être qu'à l'arrivée, d'ailleurs, ce sera largement insuffisant, etc. Mais le premier mérite, c'est déjà qu'on en parle, et qu'on en parle tous ici. Parce que c'est quand même, c'était depuis 40 ans, un non-dit de la société. C'est-à-dire que les gens détournaient le regard. Les gens ne témoignaient pas, on en parlait très peu. Or, c'est un scandale absolu. Vous voulez qu'on fasse un débat entre 120... pour savoir s'il faut pas tuer son voisin. Donc la première chose déjà, c'est qu'il y ait une prise de conscience de la société. Est-ce que vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez? Et ce que vous avez dit sur le bracelet électronique, justement, c'est significatif. C'est-à-dire qu'on l'a fait voter il y a 2 ans, mais c'est pas appliqué tout simplement parce pour toute une série de raisons. On n'a pas les moyens. Mais c'est pas uniquement une question. Et les moyens, mais arrêtons de dire chaque fois qu'il y a un problème en France, c'est une question de moyens. C'est pas vrai. Les moyens, certes, c'est important, mais il y a aussi beaucoup une question de mentalité, de volonté, et puis de réflexion qu'il faut avoir un peu sur le fond, justement, pour trouver enfin des vraies solutions et qu'on les mette en œuvre. Bien sûr. Non, mais l'exemple que je vous ai cité, parce que justement, quand vous parlez à ces femmes-là, l'autorité parentale, c'est décisif, Jean-Louis. C'est décisif. Bien sûr. Mais Pascal, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un ressort tout à fait pervers, c'est qu'on n'est pas loin de considérer que ça relève encore de l'univers personnel. Tout à fait. Et donc, il y a, je ne dirais même de la part des gens de bonne foi, il n'y a pas d'hostilité à l'égard de l'action. Mais au fond, ils vivent ça comme une sorte de curiosité intruse, quoi. Alors, moi, j'aimerais dire que ce qui sous-tend tout ça, c'est le sexisme. Cette idée que l'homme possède sa femme, c'est extrêmement encore prégnant. On dit que c'est d'ordre privé. Je suis d'accord avec vous pour dire que l'arsenal législatif, il existe. Mais aujourd'hui, c'est pas la priorité aujourd'hui ni de la police ni de la justice. Et là, je pense qu'on en est arrivé à un point d'exaspération sociale, enfin d'exaspération de la société. Le niveau de la tolérance sociale à ces violences sexistes et sexuelles depuis MeToo, elle diminue. Les gens disent stop. On comprend maintenant que ce ne sont pas des faits divers isolés, mais que ça s'appelle un féminicide. Le féminicide, nous, ça fait 5 ans qu'on le répète sur les plateaux de télé et je suis très contente que les médias aujourd'hui nomment les choses correctement. Ce sont des crimes et des violences sexistes. Et c'est parce que d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Vous trouvez qu'il faut pénalement que le mot féminicide, vous qui êtes moi, avocat je n'aime pas le terme. Et oui, pourquoi? Mais j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il pose une sorte d'étiquette un petit peu sommaire, malheureusement terrifiante, bien sûr, irréversible, sur une réalité qui est parfois complexe. Bien sûr, lorsqu'on considère le fait brut délictuel ou criminel, on se dit il y a une sauvagerie qui termine un processus. Mais avant, il y a des choses très complexes qui se produisent, des relations humaines totalement troubles, des impuissances, des volontés, et donc féminicide, me semble-t-il, résume trop sommairement un processus. Donc c'est dans le langage courant, mais ça ne doit pas entrer dans le code pénal. Il me semble, mais je sais qu'un magistrat l'a déjà utilisé, pourquoi pas, et ça ne me paraît peut-être pas fondamental. Et dernière chose par rapport aux solutions, les solutions, on les connaît. Et en fait, moi, ce qui m'a extrêmement choqué... on les connaît. On les connaît, par exemple, c'est-à-dire refus de main courante. On arrête les mains courantes quand une femme rentre dans un commissariat pour déposer plainte. Aujourd'hui, il y a encore trop de mains courantes. Et la main courante, c'est l'ouverture à l'impunité parce qu'elle rentre chez elle avec rien du tout. Il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas de procès, il n'y aura rien du tout. Et on vous la mettez en danger encore plus en lui demandant de mettre une main courante. Donc c'est simple, on demande à l'ensemble des commissariats d'arrêter les mains courantes en cas de violence. Et si ce n'est pas le cas, sanction. Il y a ça aussi parce qu'on en parle depuis longtemps. On en est au 5e plan
triannuel de lutte contre les violences sexuelles. On va terminer ce sexistes. sujet. Mais vous oubliez une chose, pardon, les commissariats n'ont pas que ces crimes Tout et à ces fait. délits à Mais gérer. J'entends, on refait un diagnostic, on n'en est plus Cet argument n'a aujourd'hui. pas de sens, si vous On n'en est permettez. pas. Mais si, Non. On en mais est si. Il n'y a pas une hiérarchie des personnes qui rentrent dans le commissariat pour savoir qui on doit prendre. Ah ben précisément. On raisonne comme s'il y avait une hiérarchie. Depuis des mois, on considère que les gendarmeries, les commissariats ne doivent être sollicités de manière opératoire que par ces agressions ou ces crimes. Personne Il y a ne une... dit ça. Si, Personne mais ne dit que les on commissariats fait, ne mais doivent non, servir qu'à ça en France. Mais non, mais on fait comme s'ils n'avaient que ça à faire. Non plus. Mais non si, plus. Non, c'est pas d'où vrai. la difficulté de considérer que c'est prioritaire. 225 000 femmes Dernière qui chose. sont victimes de violences conjugales, oui, ça Bon. doit être une priorité. Dernière chose, le profil psychologique. Je voudrais qu'on voit le sujet de Kinson. Depuis le début de l'année, 100 femmes ont été tuées par leurs conjoints. Selon le dernier rapport du ministère de l'Intérieur, la grande majorité des auteurs de féminicides n'exercent pas d'activité professionnelle. Chômeurs ou retraités, ils passent à l'acte le plus souvent lors d'une dispute, d'une séparation ou lorsque leur victime est à leurs yeux trop malade ou trop âgée. Les hommes qui les commettent peuvent être philosophes, ouvriers, artistes, étudiants, commerçants. Les femmes qui en sont victimes peuvent être universitaires, assistantes de direction, infirmières, femmes au foyer. Et les féminicides menacent des femmes de tous âges. Une concertation va s'ouvrir durant 3 mois dans toute la France, mais le gouvernement a déjà plusieurs annonces. 5 millions d'euros pour la création de 1000 nouvelles places d'hébergement d'urgence à partir du 1er janvier, ou encore la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Le gouvernement veut encourager les victimes à porter plainte et s'engage à améliorer leur prise en charge en lançant un audit dans 400 commissariats et gendarmeries. Afin d'examiner très précisément la façon dont les femmes victimes de violences conjugales sont accueillies, afin d'identifier très précisément les dysfonctionnements précis. Grenelle donne un coup de projecteur à la plateforme téléphonique d'accueil des violences conjugales. Le centre est passé de 250 appels à 2000 dans la même journée. Sujet de Kinson que vous avez pu découvrir hier dans l'émission de Yves Calvi, l'info du vrai. Je renvoie d'ailleurs au film Jusqu'à la garde, film remarquable avec Léa Drucker qui montre bien et Monsieur Ménochet, dont j'oublie à l'instant le prénom, qui est un acteur. Denis, absolument magnifique. Très grand acteur. C'est intéressant le profil de celui qui agresse. Parce que, visiblement, c'est ce que dit le Premier ministre, ça touche toutes les catégories sociales, culturelles, de toutes les strates de la société, on est d'accord là-dessus ? Toutes les strates de la société. Alors, ces statistiques sont faites sur les femmes qui ont réussi à porter plainte, sachant qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne portent pas plainte. Et l'omerta peut être même encore plus grande quand il s'agit de milieux sociaux plutôt élevés. Et on voit qu'on a tout type de profil. Des artistes, ça a été dit par Édouard Philippe. Je rappelle que Bertrand Cantat a tué Marie Trintignant par un féminicide avec la même stratégie de l'agresseur. Donc on peut être artiste très connu comme chômeur ou retraité. Sans intention de donner la mort, Bertrand Cantat. Non mais quand vous frappez 19 coups de mais non, poing, mais je suis désolé. Mais pardon, je rappelle qu'il a été condamné pour le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans dans intention un pays qui n'a pas l'arsenal législatif en France, et le procès aurait été largement différent. Non. Il y a la circonstance. Non, mais Philippe Bilger, vraiment, j'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour vous, mais ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est une manière d'atténuer. Non, mais pas du tout. C'est ce qu'on entend. C'est une manière de dire le vrai. Non. De dire le vrai. En France... Non, mais même s'il n'y a pas l'intention de tuer, de toute façon, la violence sur une femme est quelque chose d'insupportable. Mais bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais je me permets de rectifier. 19 coups de coups de poing, elle a eu le crâne fracassé et elle a agonisé dans son sang pendant plusieurs heures. C'est un meurtre. Non, ça n'est pas un meurtre. C'est un meurtre. Je suis
suis navré. C'est des violences extrêmement graves qui ont abouti à la mort de Marie Trintignant sans qu'il ait eu l'intention de donner la mort. Que le procès de Vilnius soit une honte pour la défense des droits des femmes, ça c'est clair, mais 19 coups de couteau en la laissant agoniser pendant 4 heures dans son sang, c'est un meurtre. Je pense à Nadine Trintignant. Mais moi, et Jean-Louis Trintignant, s'ils nous écoutent et qu'ils vous entendent, mais attendez, ils doivent se dire, mais que pense-t-il de ce que vous venez de dire? Attendez, Pascal, j'ai eu aux assises, il y a eu des femmes qui ont été tuées à la suite d'un meurtre, d'un assassinat, et il y a le crime de coup mortel. Est-ce que le fait de dire la vérité, c'est absoudre l'horreur du crime? C'est un crime où Bertrand Cantat n'a pas été condamné pour l'intention de donner la mort. Il a commis des violences gravissimes, mais on n'a pas retenu... Vous mettez pas en cause Vilnius quand même dans une... Non, dans une législation totalement défaillante sur la question des violences conjugales. La loi de Vilnius n'est pas la même que la loi française. En France, j'aurais requis la même chose. C'est-à-dire je crois qu'à Vilnius, il avait été requis 8 à 10 ans. 8 ans. Il a été condamné à 8 ans. Et vous auriez requis 8 à 10 ans? J'aurais 8 à 10 ans et les jurés tiennent compte du fait que le meurtre est différent de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Si on veut mettre le maximum en permanence, faisons de la justice en gros. Les violences psychologiques existaient déjà, elle était contrôlée, elle devait même garder son téléphone sur le tournage parce qu'il l'a contrôlée, parce qu'il l'a menacée, qu'il l'a terrorisée. Donc on était vraiment dans un cas de violence conjugale avec emprise, violence psychologique, violence physique. Mais d'accord, mais vous savez aussi que la relation a été très complexe entre eux. C'est un crime profondément sexiste. Non mais Philippe, sur quoi mesure-t-on? C'est vraiment la même chose que tous les cas dont on parle, des 100 femmes qui sont tuées encore en 2019 aujourd'hui. On est vraiment dans le même schéma de la stratégie de l'agresseur et il aurait fallu que ça soit jugé comme un crime profondément sexiste. Sans intention de la donner. Quand un type dit « je vais te tuer, si tu fais ceci, je vais te tuer », qu'il le répète 50 fois et qu'il commence à la tabasser avec arme ou avec poing, peu importe, comment est-ce qu'on peut dire dans un jugement... Moi, je suis convaincu que jugé ailleurs, il eût été condamné beaucoup plus sévèrement. Je suis convaincu que là, on a eu une sorte de parodie de justice. Non, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il aurait été condamné peut-être plus sévèrement en France, mais pas pour des motifs tenant aux critères juridiques. Je vous propose qu'on ne polémique pas en tout cas sur un sujet qu'on ne poursuive pas, en tout cas, cette polémique. Et je voudrais remercier Hélène de Poncet qui était avec nous, évidemment, aujourd'hui. Votre témoignage, évidemment, est bouleversant et on pense à votre famille, à vos parents aujourd'hui. Et vous disiez également que cet homme ne sera même pas jugé parce que je rappelle qu'il s'est suicidé. Donc c'est un drame personnel que vous vivez, vous et votre famille, et on ne peut qu'avoir la plus grande compassion pour vous. Je vous remercie vraiment d'être passé ce matin par notre émission. On va refermer ce sujet des violences conjugales et nous allons évoquer les autres thèmes aujourd'hui qui sont dans l'actualité. Merci, à tout de suite. Nous sommes ce matin avec toujours Céline Picq, Gérard Carrérou, Philippe Bilger, Jean-Louis Burgat et Gérard Leclerc et notre ami Loïc Signor que vous connaissez, qui est journaliste à CNews, qui a suivi pendant 48 heures. C'est un truc formidable que vous avez fait. Vous étiez avec Emmanuel Macron Inside, vous étiez la seule caméra plongée dans le G7 et vous allez nous dire dans quelques instants comment vous avez vécu cette période-là. Mais alors, ce matin, il y a quand même une info extraordinaire. La sénatrice Nathalie Goulet et la députée de Caroline Grandjean ont remis hier leur première proposition au Premier ministre pour tenter d'endiguer la fraude sociale. La fraude sociale. Bon, il y a 450 milliards d'euros versés chaque année. On redistribue beaucoup. Bon, visiblement, il y a entre 3 et 10% de fraude. Mais il y a des choses absolument extraordinaires. Par exemple, le répertoire d'identification des personnes. On serait 84 millions, alors qu'il n'y a que 67 millions de personnes en France. Mais enfin, comment c'est possible? Contre les morts, c'est normal. Non, mais alors, comment c'est possible? Répertoire, alors c'est-à-dire qu'on redistribue...
comment faut comprendre ça, Gérard? Ça veut dire qu'on redistribue à 17 millions de gens qui sont morts des choses? Forcément. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, vous avez chacun a sa carte vitale. Oui. Or, la carte vitale, elle n'est pas renouvelée, par exemple, tous les ans ou tous les 2 ans, ni même tous les 5 ans. C'est-à-dire que la carte vitale, vous la gardez des années et des années. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, entre-temps, sont décédés. Oui. Et dans les fichiers, il y a toujours la carte vitale. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'ils touchent rien. Non, oui, c'est pas grave. Normalement, ça veut dire oui, ça veut dire qu'ils touchent rien, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que tout ça soit quand même mieux contrôlé, mieux organisé, et que donc, d'ailleurs, je crois que c'est une des propositions des 2 auteurs de ce rapport, que justement la carte vitale, tous les 2 ans, il y ait un renouveau. Pareil, si vous changez d'adresse, personne n'y pense, personne ne le fait, vous ne l'indiquez pas à la carte vitale. Et donc, voilà, il y a comme ça toute une série de choses qui font qu'il y a des failles dans à tel point qu'il y a des étudiants ces cartes vitales qui sont des vraies cartes vitales. Gérard Carreau. Ces cartes vitales qui sont des vraies cartes vitales ont été à un moment donné données à quelqu'un qui existe vraiment. Oui, bien sûr. Mais ce quelqu'un qui existe vraiment, il y en a comme ça des dizaines de milliers, peut-être même bien plus, des gens qui n'habitent plus la France depuis 5, 10, 20 ans. Mais de temps en temps, ils utilisent cette carte vitale. Ils peuvent le faire, c'est pas... On peut très bien... Ils peuvent le faire, en tout cas. Moi, il se trouve que pour des raisons personnelles de santé, je vais régulièrement à l'hôpital. Et comme de temps en temps, on attend, je discute avec les dames, souvent d'ailleurs des dames qui viennent des îles, qui sont sympathiques, je discute avec elles. Et elles me racontent des petites histoires sur l'utilisation des cartes vitales, où on a 15 personnes qui utilisent la même carte vitale, etc. Bien sûr, parce que les cartes vitales ne sont aucunement sécurisées. Vous avez aujourd'hui un passeport. N'importe qui va faire son passeport. Vous avez un passeport qui est sécurisé, qui est depuis maintenant 3 ou 4 ans, ou peut-être 5 ans, on a un passeport, on peut immédiatement. Il est le nom, biométrique. On pourrait parfaitement faire des cartes vitales biométriques. Or, les cartes vitales, moi j'ai une carte vitale avec ma photo, parce que j'ai perdu un jour ma carte vitale. Donc j'ai fait tout un processus long et on m'a effectivement demandé une photo, j'ai envoyé la photo, j'ai ma photo. Mais ma femme qui a sa carte vitale depuis 20 ans, et j'en appelle à tous les spectateurs qui nous regardent, il y a des gens qui ont leur carte vitale depuis 20 ans ou plus, et qui ont la même carte vitale où il n'y a pas de photo. Donc il n'y a aucun élément d'identification qui permet de voir si vous avez le droit. Vous avez une vieille carte vitale. Moi, j'ai ma photo sur ma carte vitale. Moi, j'ai pas la neuve. Parce qu'on me l'a jamais demandé de la faire refaire. Donc voilà. Bon. Et je ne triche pas. Bon, autre chose que j'ai appris, alors ça fait rire tout le monde, évidemment, les centenaires en France. C'est la conséquence de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que comme il y a 3 millions de centenaires, tout simplement alors qu'il n'y en a que 21 000. Parce que l'ordinateur continue à tourner. C'est-à-dire que quelqu'un qui est décédé, si ça n'a pas été signé à la carte vitale... touche quelque chose? Non, pas forcément. Ils peuvent éventuellement toucher une pension et continuer. Les gens n'ont pas déclaré la mort. Ça arrive plus souvent. Ça peut arriver, mais c'est parce que... Plus souvent que vous ne croyez, on ne déclare pas le décès et la pension continue à toucher. Mais bien évidemment. Mais qui doit déclarer le décès? Mais demandez aux 2 auteurs des rapports, la sénatrice et le député, ils ont constaté tout un ensemble de cas de ce genre. Mais qui doit déclarer le décès en France? Normalement, c'est la famille? La famille doit déclarer le décès. Vous avez un parent qui meurt, vous devez déclarer le décès. Donc si vous ne voulez pas le déclarer, vous touchez la pension. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit tout à fait. Ça se passe. Si personne ne sait que vous êtes mort. C'est pas ce que dit le rapport en tout cas, parce qu'il dit que sur la fraude. Ça va donner des idées à des gens pour les pensions de réversion. Ils vont pas. Oui, non, mais c'est pas déclarer la fort heureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Fort heureusement, eh bien, je vous défie là. Moi, j'ai simplement lu ce qu'a écrit le rapport. Voilà, Le rapport ne dit pas ça. Premièrement, j'aimerais quand même dire des choses. Pour la carte vitale, c'est pas parce que vous avez la carte vitale que vous avez une ouverture de droit. Et les droits, ils sont fermés une fois que vous avez plus de feuille de paye ou que vous êtes un chômeur en fin de droit. Moi, j'ai des gens autour de mon entourage où du jour au lendemain, leur carte vitale a été désactivée parce qu'ils étaient chômeurs en fin de droit et après un certain temps, un laps de temps après la fin des droits au chômage, la carte vitale n'est plus active. Donc, c'est pas le fait d'avoir une carte vitale qui vous ouvre toutes les parts du système de santé. Et là, moi, je suis quand même aussi étonnée de parler bataille contre la fraude. Il y a quelque chose aussi qui est encore beaucoup plus massif que la fraude, c'est le non-recours.
le non-recours, parce que peut-être que vous êtes tous confrontés, est-ce que vous avez déjà fait affaire à la CAF, faire une demande d'APL, donc d'allocation logement ou de RSA ou d'autres choses. C'est extrêmement complexe. Il y a tout un tas de justificatifs à fournir. Il y a un mur. C'est notre sujet exactement. C'est pas le Ah bah si, là, parce on que est sur les fraudes. la fraude. Bon. Mais c'est marrant qu'on se focalise sur la fraude. Bah oui, parce que c'est notre alors sujet du que jour. de l'autre côté, Non mais Céline Picq, franchement, alors ne mélangez pas parce que là je suis perdu. C'est l'inverse de la fraude. C'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas ce auquel ils ont droit. Il y a un autre sujet. Il y a un vrai souci en France. Il y a un vrai souci en France que souligne. Mais l'argent public, on sait pas où il va. Voilà, c'est ça. Parce qu'en France, il y a un problème. On n'a pas la culture de l'argent public. Il y a un problème de. Non, faut pas exagérer. Mais il y a un problème quand même de contrôle. C'est-à-dire qu'en France, tout ce qui est contrôle, c'est assimilé à du, entre guillemets, flicage. Oui. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les demandeurs d'emploi. À chaque fois qu'on dit que le Pôle emploi, etc., dit on va regarder d'un peu plus près, ce qui se passe, par exemple, dans les pays scandinaves, qui ont les meilleurs systèmes de protection sociale, mais ils ont un contrôle qui est beaucoup plus actif. Dernière chose. Les personnes sans patronyme. Alors ça, c'est quand même drôle. Il y a 11 000 personnes, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont rien du tout, on ne sait même pas. Quand on regarde comment ça fonctionne dans des pays un petit peu plus efficaces que nous, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup moins de cartes que ce qu'on possède en France. Le permis de conduire, par exemple, c'est la carte d'identité. Et ça, on a l'impression que les simplifications ne veulent pas arriver dans ce pays pour, je vais peut-être être un peu excessif, pour pouvoir faire vivre 5 millions de fonctionnaires. C'est un peu le problème. Je vais vous dire. Là, c'est le cas contraire. Il faudrait qu'il y ait davantage de contrôle. Moi, ce que ça souligne, à mon sens, c'est la culture de la redistribution en France. L'argent public, il est dilapidé. Non, mais ça vous peut pas si, dire ça. Ben voilà, parce que c'est vrai. Mais non, alors ça, c'est vraiment des arguments. Mais c'est pas vrai. ça vous en a. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je viens de vous dire que je suis pour qu'il y ait davantage de contrôle. Mais alors toi, tu payes tes impôts. Ne dites pas ça. Mais Pascal, je crois on a un système de protection sociale qui fonctionne plutôt bien. Minimiser et rendre automatique il les est aides. peut-être excessif de parler dilapidation. Bien sûr. Je retire le mot, vous avez raison, c'est excessif. En plus, c'est pas bien. Et pour le moins, c'est une petite tendance. Il y a de l'incurie. Oui. Il y a une incurie collective et le fait qu'en dehors des défaillances singulières, les services ne communiquent pas entre eux. Allez, on parle de Macron. Il y a des progrès. Quand même, dans le rapport... Conclusion. Et on parle d'Emmanuel Macron. La dilapidation, appelons ça comme vous voulez, appelons ça le non-contrôle, c'est quand même entre 15 et 45 milliards. Non, selon les auteurs. C'est pas le même rapport. C'est un rapport de la Cour des comptes. Selon les auteurs du rapport, je l'ai entendu encore ce matin sur RTL, les auteurs du rapport disent entre 3 et 10% par rapport à la masse de 450 milliards. Prenez votre table de multiplication, vous faites le de tête, vous tombez sur 15 à 45 milliards. Les auteurs du rapport le répètent sur les radios depuis ce matin. C'est pas vrai. C'est la Cour des comptes. C'est une étude de la Cour des comptes il y a quelques années et qui est eux ne donnent pas de chiffres. Emmanuel Macron, Loïc Signor. Oui. Vous l'avez rencontré à l'Élysée il y a 2 jours. Un peu plus de 2 jours, oui, pour faire une interview, pour faire une réponse sur le G7. Dans le documentaire. Vous l'avez trouvé dans quel état d'esprit d'ailleurs? Fatigué, usé. Mais usé. Oui, je pense qu'un G7 comme il l'a pas le sentiment qu'il est vieilli. Non, mais il va être content. Il va vous accorder une nouvelle interview. Je vous le dis. Il a été fatigué, je pense, par ce G7, puisque c'était pas un G7 comme les autres. Si on prend le dernier G7 avant Biarritz, ça se passait au Canada. Il n'est strictement rien sorti de ce G7 à tel point que Donald Trump est reparti de son avion, a fait un tweet et a déchiré le communiqué final. Emmanuel Macron a tout fait pour éviter ce cas de figure. Déjà, il n'y avait pas de communiqué final. Il n'y avait pas cette déclaration, il le dit dans le documentaire, vous allez voir, que personne ne lit. Ce sont des chicayas de diplomates et qui passent des nuits à procrastiner pour, au final, que la presse souligne plus les désaccords que les résultats concrets. Donc il a voulu une page, des phrases simples, des phrases compréhensibles, mais ça lui a pris une énergie folle au président, d'autant qu'il a rajouté, vous allez le voir aussi dans le reportage, l'arrivée de l'Iranien. C'était absolument pas prévu. Il veut faire de ce G7 un G7 utile. Mais quand est-ce qu'il décide, l'Iranien? Il le décide par exemple il y a 2 mois? Alors en fait, vous avez tous vu cette scène du déjeuner, le samedi, le premier jour du G7, avec Donald Trump. On a dit que c'était un déjeuner improvisé. C'était un déjeuner prémédité. Emmanuel Macron fait sa déclaration aux Français à 13h. Il se dépêche pour aller attendre Donald Trump à la sortie de sa voiture et il lui propose un déjeuner, non pas avec les équipes, mais en tête-à-tête. C'est rarissime à ce niveau de chef d'État. Donald Trump accepte, et c'est là qu'il lui dit « J'ai vu
Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, vendredi à l'Elysée. Est-ce que tu veux que je l'invite à Biarritz pour qu'on trouve un accord, la possibilité d'un accord? Il demande l'accord. Il demande, vous allez l'entendre, c'est dans l'interview. Il demande l'accord de Donald Trump. Sinon, c'était Donald Trump qui quittait le sommet. S'il le faisait sans prévenir le président américain, on pouvait s'attendre à... Ce qui est intéressant, parce qu'il ne s'agit pas de revenir sur le G7, bien évidemment, aujourd'hui, mais c'est de comprendre la psychologie et la manière dont fonctionne Emmanuel Macron. On voit roi du monde. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire roi du monde. Donald Trump, qui est un populiste aujourd'hui, dans ce monde où il y a effectivement Boris Johnson, des gens qui ont des tempérament, je dirais, particulier. Angela Merkel, qui est plutôt vers la fin. Est-ce que lui, aujourd'hui, est l'homme qui peut centraliser, d'une certaine manière, une diplomatie mondiale? C'est un peu le sens de cette question. Mais voyons l'extrait avec cette caméra inside au moment où le ministre iranien, vous êtes les seuls à rentrer là. Dans l'hôtel de ville, la mairie de Biarritz, elle est ouverte pour cette rencontre et uniquement pour celle-ci. Regardons. À cet instant précis, Emmanuel Macron abat ses cartes. Cette rencontre est décisive. La réussite de son G7 en dépend. Javad Zarif, en chemise blanche, fait face au président. D'un sourire, synonyme d'embarras, le ministre iranien nous demande de quitter la pièce. Les deux hommes et leurs conseillers resteront enfermés un peu plus d'une demi-heure. La rencontre n'était pas à l'ordre du jour de ce G7. Mais en invitant Javad Zarif à Biarritz, le président français a un objectif en tête. Renouer le dialogue entre Donald Trump et l'Iran. Quand il sort de la pièce, le chef de l'État semble satisfait. Sa stratégie peut être payante, mais il n'est qu'à la moitié du chemin. Après cette rencontre, en fait, avec le ministre Zarif, je rentre, j'ai un nouvel échange avec le président Trump, en tête-à-tête, à notre hôtel. Ça crée un arc électrique, si je puis dire, autour du sommet, et ça met tout le monde dans la situation d'essayer de retrouver un accord. Bon, vous dites qu'il a fait la moitié du chemin, depuis il a fait la deuxième moitié? Non. Donald Trump a accepté la possibilité d'une rencontre. Rouhani, le président iranien, a aussi donné des signes de garantie pour que cette rencontre ait lieu. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas entre Donald Trump et Rouhani. Emmanuel Macron va être au centre de la photo. Bon, on va poursuivre, c'est passionnant de vous écouter. C'était une interview exclusive que vous avez eue. Une interview où le président de la République raconte dans le détail ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Vous êtes resté combien de temps avec lui en tête-à-tête? Un peu plus de 10 minutes. 10 minutes, c'était donc vous avez accordé pas davantage que cela. Non, 10 minutes pour qu'il raconte justement. Oui, non, mais. C'est pas. Non, mais vous... quelques jours Ma question était idiote, je sais pas pourquoi je l'ai volée. Franchement, c'était. Il raconte, voilà. Vous lui avez parlé en tête-à-tête également de notre projet? De votre projet secret confidentiel qu'on garderait secret? Qu'on ne dira pas. On ne dira pas. La pub, à tout de suite. Pourquoi? Vous l'avez invité. De Emmanuel Macron dans une seconde, mais quand on partait de Beaumatin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin. Nous sommes avec Anne Hidalgo qui est dans les rues de Paris. Regardez, c'est magnifique. Ah, ça, c'est de la com d'aujourd'hui, la com de 2019. Anne Hidalgo qui inaugure dans Paris des voies cyclables et qui a convié la presse française qui suit tel des petits moutons sur la bicyclette pour voir comment dire, après les travaux dans Paris qui nous ont empêchés de rouler pendant 6 mois, on est content d'avoir des pistes cyclables sur lesquelles il y aura personne qui roulera, mais c'est pas grave. Mais si, que vous voulez que je vous dise, il n'y aura personne. Donc, je peux vous dire que là, il n'y a jamais autant de monde qu'aujourd'hui. J'ai jamais vu autant de monde sur une piste cyclable à Paris qu'en ce moment. Faire un commentaire sur mon sujet favori. Oui, allez-y Jean-Louis Burga, allez jouer. Déjà, je me suis acheté un vélo. Oui, bah c'est bien. Madame Hidalgo a gagné. Mais attention, les pistes cyclables de Paris en ce moment, avec les travaux qui les coupent à tous endroits, sont extrêmement dangereuses. Faites gaffe, ne prenez pas votre vélo en ce moment dans Paris, parce que vous allez vous trouver tout d'un coup au milieu des autobus et des voitures sans l'avoir choisi.
Parce que les pistes ne sont pas terminées. C'est un gymkhana de prendre son vélo à Paris, faut être suicidaire. Moi, je fais du vélo depuis 15 ans à Paris, j'ai jamais eu de problème. Alors bon, elle est là, Anne Hidalgo, c'est magnifique, vraiment. Piéton, c'est pas si mal. Non mais vous n'imaginez pas le bordel, pardonnez-moi le mot, qui existe dans Paris depuis des mois. Pour ceux qui continuent à prendre leur voiture. Ah bah oui, évidemment, quand t'es en voiture, bien sûr. Ah bah ouais, mais excusez-moi. Non mais restons. L'immense majorité des Français, des Parisiens ne prennent pas leur voiture. Florian Paume et Vincent Farandez sont présents. Donc vous voyez, il y a même quelqu'un en tandem, tout ça est formidable, c'est tellement bien. Et puis Anne Hidalgo, elle est en train de pédaler avec son petit casque. Et pendant que Villani et Griveaux se mettent des bâtons dans Non mais c'est absolument magnifique. Là je pense qu'on est en image en direct. Pour tout vous dire, on doit être rive gauche, on n'est pas loin du pont de Sébastopol. Hein. Je pense Comment il a fait pour trouver un vélo qui marche? Parce qu'il y en a... Non, mais bon, j'ironise un peu, je taquine un peu, bon voilà, mais c'est tellement, tout ça me paraît tellement étrange et révélateur de l'époque. Paris, c'est étrange? Oui, c'est vraiment étrange, parce que Paris n'est pas fait pour le vélo, pardonnez-moi de le dire comme ça. Voilà. Mais ça change. Oui, mais Paris, c'est pas fait pour le vélo, Paris, arrête, je veux dire. Mais si les distances sont extrêmement courtes. Non, pourquoi c'est incroyable d'entendre ça? Dans toutes les capitales européennes, maintenant vous allez à Copenhague, vous allez à Berlin, il y a plus de vélos que de voitures. Vous êtes venu comment vous ce matin? Parce que je viens à 4h du matin. Là. Ah ouais, donc vous êtes venu en journée. J'ai ma carte Vélib, je peux vous la montrer. Ah bah oui, donc vous avez votre carte Vélib. En tout cas, on la suit. Ce sont des images en direct, donc voilà. Cédric Villani va présenter sa candidature. Ça va être très intéressant, l'élection à la mairie de Paris. Franchement, ça va me passionner, vraiment, parce que je ne dirai plus un mot sur Anne Hidalgo si elle est réélue. J'en prends l'engagement. Je ne dirai plus un mot. Vous voyez? Mais avec ce que j'entends dans Paris... tort, parce que parce que ça veut dire que... C'est pas parce qu'elle est réélue qu'il ne faut pas critiquer. Mais si, parce que ça voudra dire que les gens ont choisi. Les gens ont choisi, ils veulent cette société-là. Ils veulent des travaux partout. C'est pas parce que les Français choisissent un président de la République qu'on n'a pas le droit de le critiquer après. Mais je suis prête à faire un petit pari avant. Mais on fait tout pour qu'elle soit réélue, Patrick, parce que... Oui, moi c'est Pascal, mais vous pouvez m'appeler Patrick, Robert. Je veux dire, c'est le jour des prénoms, donc... En plus, c'est mon deuxième prénom, Patrick, figurez-vous. Pascal, pardon, on fait tout pour qu'elle soit réélue. On fait tout, j'ai horreur de ça, et on fait tout, c'est qui? C'est les médias, c'est nous, arrêtez, on la critique sans arrêt sur ce plateau, matin, midi et soir, Anne Hidalgo. Mais on la critique beaucoup à Paris, dans les transports, quand on parle avec les gens, mais depuis quelques mois, elle a compris la menace. La République en marche fait tout ce qu'elle peut pour qu'elle soit réélue. Et à droite, mon Dieu, il n'y a pas quelque chose... Vous trouvez que la République en marche fait tout pour qu'elle soit réélue? Écoutez, Villani, Griveaux, c'est tout de même un petit problème. C'est pas joué. Et Cédric Villani... Elle n'est pas encore battue. Attendez de regarder un peu Cédric Villani qui est en train de se révéler en ce moment. Je l'aime bien. Qui a l'air d'être un personnage assez beaucoup plus... Emmanuel Macron, j'ai un autre... extrait à vous proposer. Alors vous avez fait vraiment, non seulement vous avez interrogé Emmanuel Macron, mais vous avez interrogé Donald Trump. Himself. Vous avez parlé à Donald Trump, vous êtes le seul journaliste de la presse française à l'avoir interrogé. Non, parce qu'il y a une conférence de presse. Oui, mais conférence de presse, c'est pas pareil. Là, vous lui avez parlé en direct. Oui, puisque le moment s'y est prêté. En fait, pour resituer la scène que vous allez voir, on est au moment de la photo de famille. Non pas à 7, mais à 24, puisqu'il y avait les chefs d'État africains, notamment, qui étaient invités lors de ce G7. Et Donald Trump, avec sa femme Melania, se redirige vers leur suite et on les interpelle. Allons-y. Emmanuel Macron peut avoir le sourire. Il faut dire que même Donald Trump semble satisfait de cette journée, pourtant riche en rebondissements. This was a fantastic day, and it was really a fantastic 2 days. And we'll finish it off tomorrow. We've made tremendous accomplishments. It's really terrific. How was your last meeting with President Macron? Fantastic. He's a great guy. Thank you. Thank you very much. Well done. C'est que des compliments. Bravo, vous avez attrapé au vol. Non, on continue de travailler, c'est utile, on avance. Je suis content. It's a great guy. C'est quand même curieux de dire ça. Quand vous imaginez, je veux dire, Kennedy de dire ça du général de Gaulle. It's a great guy. Le vocabulaire est assez... Non, mais il parle il en parle comme c'est très étrange. Ouais, vous allez le voir à la fin du documentaire. Emmanuel Macron l'attend à la sortie de sa conférence de presse. C'est le départ du président Trump et l'échange est
quasiment similaire. C'est you're a fantastic guy, you done a great job, vous avez fait un super travail, la ville est super. Et ça s'arrête à ça, en fait, en discussion, en tout cas en on, je ne sais pas ce que ça donne en coulisses. Qu'est-ce que vous avez appris d'Emmanuel Macron en restant 48 heures avec lui comme ça? Après, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette facilité à passer d'un État à l'autre. C'est-à-dire qu'on passe d'une très grande concentration quand il prépare justement l'arrivée de l'Iranien, quand il voit Donald Trump, à une décontraction totale, sans doute utile pour un chef de l'État. Quand on le voit, vous allez le voir dans le documentaire, notamment avec ses conseillers, il est très attentif, il relit chaque ligne, il rature, il reprend, il essaye de vraiment tout contrôler sur le communiqué final, sur ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un écoute la conférence de Donald Trump? Il s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe, mais avec parfois des moments de décontraction, et certainement donc, qu'il en a besoin pour garder en tête les grands objectifs, les grands enjeux de ce sommet, ce genre de sommet. Ce que j'ai bien aimé dans le G7, c'est le fait qu'il semble avoir retrouvé ce qui avait été extraordinaire au début de son quinquennat, l'invention d'une diplomatie de l'empathie. Au fond, aussi bien avec Poutine à l'époque qu'avec Trump, au fond, à force de les aimer, tenter d'étouffer ce qu'ils avaient un peu d'irrationnel. Mais ça n'avait pas marché au début du quinquennat. Là, apparemment, d'après ce que vous dites, Loïc, et d'après ce que j'ai pu lire, c'est un très bon résultat tout de même. Jean-Louis Burgat. Dans ce concert de louanges après le G7, il y a tout de même quelques petits trucs qui ont coincé et qu'on ne veut pas... D'abord, il est le seul pour le moment et il profite du vide autour de lui. Il faut le répéter, ça. Il n'y a personne qui est là pour... Donc, il a pris le pouvoir en Europe. En tout cas, il s'est imposé en Europe. Mais dans le reste du monde, vous avez bien remarqué que Trump, dès qu'il est rentré à Washington, il est allé féliciter Bolsonaro de ce qu'il fait. Bolsonaro a raconté que Macron était le pire personnage qu'il avait rencontré. Faut savoir raison garder par rapport à cet envolé de... Bien sûr, le résultat n'est pas définitif. Pour l'instant, il y a un accord sur une rencontre entre l'Iran et Trump. Mais encore faut-il qu'elle ait lieu, cette rencontre. Sinon, tout cela aura été vain. Bon, c'est ce soir à 21h. De toute façon, on va en parler au moment. On ne peut pas conclure cette émission sans parler de Boris Johnson, quand même, avec cette image qui s'est passée absolument incroyable, la fronde en Angleterre. Je crois qu'on a l'image la plus forte, hein, Gérard, avec ces députés. Voilà, avec le député conservateur qui va partir des rangs, parce qu'au Parlement anglais, vous avez d'un côté l'opposition, de l'autre côté la majorité, et donc il va traverser, il va changer de camp, donc puisqu'il rallie les libéraux. Pendant que le président... Voilà. Order. Bon, c'est incroyable cette scène. Ouais. Cette scène-là, qu'on est en train de découvrir, des gens qui changent de... Bon. Donc il n'a plus de majorité, c'est ça, parce qu'il n'y avait plus qu'une voix de majorité, il n'a plus de majorité. Et donc, c'est pour l'instant, il faut quand même dire que le Brexit est un fiasco complet, puisque plus personne ne sait où on va. Il faut quand même dire à la décharge de Boris Johnson qu'il y a une hypocrisie quand même assez générale, parce que même les travaillistes, en fait, n'ont jamais véritablement, clairement pris parti pour ou contre le Brexit. Ils sont dans une espèce de flou qui fait qu'aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien et qu'il n'y a plus de solution. L'autre solution, c'est de revoter. Bien sûr. Il a voulu jouer avec la démocratie. Or, il y a une chose à laquelle, et d'ailleurs, tant mieux, les Anglais sont attachés, eux qui en sont un peu les créateurs avec quelques autres, c'est la démocratie parlementaire. Or, il a voulu faire une sorte de coup d'État constitutionnel, enfin, même pas constitutionnel, puisqu'il n'y a pas de constitution en Angleterre, un coup d'État légal. C'est-à-dire, effectivement, de dire, puisque c'est comme ça, pendant un certain nombre de semaines, les communes ne pourront pas la Chambre des communes ne pourra pas se réunir. Là, il a perdu hier soir, et pas seulement celui qui a traversé les travées, mais les 20 autres qui l'ont rejoint, puisqu'il y a eu 21 députés conservateurs qui ont voté pour le rétablissement, effectivement, des communes. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que les élections législatives anticipées qui devraient se tenir le 14 octobre. Il a perdu son pari d'essayer d'enjamber des élections. 21h, soirée spéciale avec Thomas Hugues. Ouais. Est-ce qu'on a
Oui. Et puis après, débat derrière. Il y aura un débat avec Thomas Hugues et 26 minutes de documentaire en immersion totale. Et entre 20h et 21h, on sera ensemble pour reparler, pourquoi pas, des extraits. On peut revoir Anne Hidalgo. Moi, j'aime bien Anne Hidalgo dans Paris. Est-ce que c'est possible? Où est-ce qu'elle est arrivée? Parce qu'on va plus vite en vélo quand même. Alors là, elle a le sourire, Anne Hidalgo. Donc elle est en train, voilà, il y a quelqu'un à côté d'elle. Tout le monde est très très joyeux. Tous ces gens sont merveilleux. Voilà, on va tous être en vélo. On va manger du tofu. Ça va être formidable la vie ces prochaines années. Et on n'ira plus dans les restaurants manger de la viande. Tout ça est terminé. Voilà, ça c'est bien. Bonjour Claire-Elisabeth Beaufort. Bonjour Pascal. À la une de l'actualité, c'est devenu en quelque sorte la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. À chaque rentrée, le président de la République préside un séminaire gouvernemental. Les ministres au grand complet vont fixer l'agenda du gouvernement pour le prochain trimestre. Avec Emmanuel Macron dans les coulisses du G7, vous en parliez il y a quelques minutes Pascal. Nos équipes ont donc suivi le chef de l'État à Biarritz. Ne manquez pas ce soir un documentaire exceptionnel et des extraits à découvrir tout au long de la journée avant une diffusion intégrale à 21h. Dorian se dirige, mais très lentement, vers la Floride. L'ouragan qui a fait 7 morts a été rétrogradé en catégorie 2. Il a complètement ravagé les Bahamas. Les autorités parlent de dégâts sans précédent et des millions de personnes ont dû être évacuées. Cette claque pour Boris Johnson, le Premier ministre britannique a perdu ce qui lui restait de majorité à la Chambre des communes. Les conservateurs opposants au Brexit ont réussi à prendre le contrôle. Cette crise pourrait mener à des élections anticipées au mois d'octobre. Et puis les prénoms passent partout. On la cote. Gabriel, Louis, Lucas, Chloé, Alice, Emma en tête du palmarès des prénoms qui sont donnés en 2020. À noter que Mohamed entre dans le top 20 cette année. Emma, c'est pas Emma Passepartout. Emma et Gabriel, c'est des prénoms magnifiques, traditionnels français du 19e siècle. Claire-Elisabeth. Ah, c'est à moi que vous parlez? Oui, parce que c'est vous qui venez de dire des prénoms Passepartout. C'est pas non plus très original. Ah oui, c'est ce que vous vouliez dire. Merci Claire-Elisabeth. Fabien Perroche était à la réalisation avec nous. Philippe Gilbert était à la vision. Raphaël Lissac était également présent. Je remercie donc Robert Bilger d'avoir été toute la journée avec nous aujourd'hui. Cher Philippe. Ah, vous êtes distrait, vous n'écoutez plus pour regarder vos messages. Bon, vos vélos vous attendent, messieurs. Donc vous pouvez repartir dans Paris, parce que désormais, dans une politique écologique, la maison a décidé de vous faire venir en vélo et repartir en vélo. Plus de taxi. Et l'info se poursuit sur CNews.